Quand on pense à la violence, on imagine souvent des éclats soudains, des actes impulsifs. Mais l'histoire de Sam Nordquist est bien différente. C'est l'histoire d'une douleur qui s'installe lentement, jour après jour, derrière des portes closes. Une vie marquée par la trahison de ceux en qui il avait confiance et une violence si méthodique qu'elle glace le sang. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette affaire bouleversante, où la cruauté n'est pas un accident, mais un rituel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Sam Nordquist et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, non, ce n'est pas un appel à l'abonnement ou au like, c'est plutôt un petit mot d'excuse de ma part. Je sais que ces derniers temps, ces derniers mois, lors de mes vidéos, il m'est arrivé pendant les montages de faire quelques erreurs. J'en suis sincèrement désolé. Il y a des répétitions, certains les ont notées avec les timecodes, on a pu les supprimer par la suite, alors merci à ces personnes qui nous ont aidés parce que c'est vraiment un énorme coup de pouce et encore une fois je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'excuses si ce n'est que ces derniers mois ça a été très compliqué entre ma séparation, le diagnostic de bipolarité et ensuite les 2 déménagements que j'ai subis. Ce n'était vraiment pas facile pour moi, j'étais épuisé et heureusement la Rudy m'a permis de reprendre un petit peu d'avance. Donc merci à lui et merci à vous pour votre patience. Merci à ceux qui nous ont aidés avec les timecodes. Désolé encore une fois et merci à vous pour votre patience. Sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle enquête. Amber, you still there? Amber, you still there? Sam Nordquist est né à Red King, dans Minnesota, et a grandi à Oakdale, dans le même état. Il était décrit comme une personne généreuse, aimante et proche de sa famille, notamment de sa mère, Linda, de ses 2 frères et sœurs, mais également très attaché à ses neveux et ses nièces. Sa mère a déclaré qu'il aurait donné sa chemise pour aider quelqu'un, mais qu'il était aussi très gentil, aimait sa famille, était très sociable et travaillait très dur. Durant son adolescence, il a fréquenté le lycée de sa ville, puis a commencé à travailler dans un foyer de groupe pour personnes handicapées à Little Canada, toujours dans le Minnesota. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de plus concernant son enfance ou son adolescence. On avance alors directement au cœur de l'enquête, et pour tout comprendre, il faut un peu de contexte. Sam a quitté le Minnesota pour se rendre à Genève dans le comté de New York et non Genève en Suisse. S'il est parti là-bas, c'est pour rencontrer sa petite amie, une femme qu'il a rencontrée via les réseaux sociaux, qui s'appelle Precious Arzuaga, âgée de 38 ans. À ce moment-là, Sam avait 24 ans, donc ils ont une différence d'âge de 14 ans. Il avait prévu de rentrer chez lui dans le Minnesota 2 semaines plus tard, mais a choisi finalement de rester à New York pour travailler sur sa relation. Sa famille a perdu contact avec lui après le 1er janvier 2025. En ce début d'année, le dernier message que la famille de Sam reçoit de sa part remonte au jour de l'an. Il écrit simplement « Je t'aime, je t'appellerai demain ». Pourtant, ce fameux lendemain n'est jamais arrivé. Il n'y a ni drame soudain, ni texto d'adieu. Juste cette angoisse grandissante et surtout sourde, ce sentiment déchirant qui s'installe lentement. À plusieurs reprises, sa famille alerte les autorités, déposant des demandes pour qu'on vérifie son état, pour qu'on aille voir si tout va bien, espérant des nouvelles rassurantes. Mais ces appels à l'aide tombent dans l'indifférence. Les vérifications demeurent sans réponse. Chaque silence devient un écho glaçant, un fil laissé flotter dans l'incertitude. Peu à peu, Sam se dissocie du monde qu'il connaissait. Ce monde où il était apprécié pour sa gentillesse, son humour et son énergie. Sa sœur capte mieux que personne ce changement. Il semblait profondément triste, vraiment abattu. Ses amis évoquent ce jeune homme toujours prêt à aider, qui aimait cuisiner, s'amuser avec les animaux, danser sur TikTok ou se perdre dans des conversations nocturnes. En public, Sam paraissait vibrant, dynamique, presque insouciant. Mais en privé, il s'effaçait, disparaissait peu à peu. Avec le recul, un schéma se dessine clairement. L'éloignement affectif, les appels manqués, les rendez-vous annulés. À l'époque, ses proches interprètent ça comme un chagrin amoureux, un passage difficile. Pas une seule seconde, ils ne soupçonnent un homicide. Encore moins le début d'un cauchemar d'une cruauté si extrême que les enquêteurs le qualifieront plus tard de l'un des cas les plus dépravés jamais rencontrés.
La disparition de Sam dépasse vite le cadre d'un simple mystère. Elle devient une obsession douloureuse, un avertissement silencieux qui résonne entre les défaillances du système de protection et les messages restés sans réponse. Sans même pouvoir l'exprimer, sa famille sent le danger se rapprocher, bien avant de comprendre à quel point il est terrifiant. Ce qui s'amorce comme une relation basée sur la confiance se mue en une séquence d'atrocités inimaginables. Sam s'enregistre au motel Patty's Lodge, cherchant à la fois refuge et discrétion. Mais dans la chambre 22, ce qui devait être un sanctuaire se transforme en prison. Peu à peu, on lui retire ses moyens de communication. Les appels restent donc sans réponse et la lumière naturelle est repoussée par des rideaux fermés, isolant Sam du monde extérieur. Cette pièce cesse d'être un simple abri pour devenir un lieu lourd de silence et d'oppression. La domination s'installe en rituel macabre. Selon les témoignages, ce que Sam a vécu est d'une atrocité sans nom. Ce dernier, pendant qu'il ne répondait pas aux appels, pendant que sa famille espérait qu'il aille bien, qu'il était simplement peut-être un petit peu déprimé, qu'il avait perdu son téléphone et toutes ces choses qu'on peut s'imaginer lorsque on est inquiet et qu'on espère que rien de grave est arrivé, eh bien en réalité, ce pauvre jeune homme était ligoté avec du ruban adhésif ainsi qu'avec des cordes. Ses poignets et ses chevilles étaient attachés à des meubles ou encore à des éléments métalliques froids. Ce dernier s'est retrouvé privé de nourriture mais également d'eau. On lui a retiré totalement sa dignité. Il est contraint d'adopter des postures humiliantes sur ordre, s'agenouiller, se mettre debout, ramper. Chaque souffle dans cette chambre est marqué par la violence méthodique et répétée. Les enquêteurs dévoilent des scènes d'horreur. On lui verse de l'eau de javel sur la peau, on le force à ingérer des excréments, de l'urine et même du jus de tabac en guise de châtiment. C'est infect, c'est horrible pour ce dernier. Que ce soit un pied de table, un manche de balai, des jouets pour chiens, tout ce qui peut devenir une arme est utilisé pour frapper et surtout humilier. Chaque objet devient un instrument de douleur. L'état de Sam se dégrade à vue d'œil. La famille le ronge, son corps témoigne d'une souffrance constante et l'humiliation devient quotidienne. La violence sexuelle s'insère même dans ce rituel abject. Et cette horreur n'est malheureusement pas cachée. Des enfants sont présents dans ce cauchemar. Les procureurs affirment qu'une femme force ses propres enfants, âgés de 7 à 12 ans, à assister, voire même à participer à ces violences. Le motel devient une scène macabre où l'inhumanité est complètement banalisée. Les occupants ne sont plus de simples témoins, mais des acteurs de la cruauté, agissant dans un jeu de pouvoir dévoyé. Lors d'une conférence de presse, le procureur du comté d'Ontario qualifie cette affaire de la pire enquête pour homicide jamais traitée par son bureau, décrivant un mois entier de torture. Ces abus ne sont pas le fruit d'une colère passagère, mais bien d'un plaisir sadique, d'un contrôle exercé par la dépravation répétée. Derrière les murs du motel, Sam cesse d'être un partenaire ou un ami, et devient un objet de souffrance, une victime figée dans l'horreur. La porte de la chambre ne se ferme pas simplement, elle enferme un monstre. Et tout au long de cette tragédie, le silence extérieur laisse la barbarie proliférer sans limite. Ces tortionnaires prennent un malin plaisir à infliger de la douleur. Ils ne le frappent pas par impulsion, ils le punissent délibérément avec cruauté. 7 personnes se sont retrouvées inculpées, non par haine envers Sam, mais parce qu'elles prennent plaisir à infliger cette souffrance. C'est pourquoi les charges ont été relevées au premier degré, la sanction la plus sévère pour un meurtre motivé par le plaisir de la torture. La disparition de ce dernier n'a pu être déclarée qu'à partir du 9 février. Malheureusement, c'était déjà bien trop tard. Mais les forces de l'ordre n'étaient pas du tout enclins à prendre les dépositions de la famille. Elles disaient tout le temps que c'était sûrement un retard sans gravité, que c'était un adulte qui faisait bien ce qu'il voulait de sa vie. Mais au final, le danger était bel et bien présent. Quand les policiers sont enfin entrés dans la chambre 22 du Patty's Lodge, donc bien trop tard, ils ne découvrent pas seulement l'horreur physique finale, mais les traces d'une longue négligence. La pièce révèle des signes évidents d'une captivité prolongée, non d'une explosion soudaine de violence. Les stores sont tirés, les téléphones sont inutilisables et les portes sont verrouillées de l'intérieur. Tous ces indices, présents mais ignorés, témoignent d'un appel à l'aide silencieux, étouffé dans l'indifférence. Les policiers ont donc retrouvé le corps de Sam, âgé de seulement 24 ans, dans un champ enveloppé de du plastique, jeté là comme s'il n'était rien, comme s'il n'était personne,
finalement comme il a été traité les dernières semaines de sa vie. Les restes de Sam Nordquist sont découverts le 13 février 2025 dans un champ isolé au bord de Payne Road dans le comté rural de Yate. Le vendredi 14 février, la police de l'État confirme officiellement l'identification. L'endroit offre une froideur implacable, loin de toute chaleur ou de lumière, un décor sinistre à la hauteur de la violence subie. L'enquête se déploie rapidement. Plusieurs mandats de perquisition sont exécutés à Patty's Lodge, le motel où Sam vivait avec Precious Arsgoa et d'autres personnes. Les policiers saisissent des appareils électroniques, des vêtements et des effets personnels afin d'y faire une analyse médico-légale approfondie. Le bureau du médecin légiste du comté de Monroe doit encore confirmer la cause et la manière du décès. 5 personnes sont finalement arrêtées directement dans les heures qui suivent. Precious Arsgoa, âgé de 38 ans, Jennifer Kiruano, âgé de 30 ans, Kyle Sage, âgé de 33 ans, Patrick Godwin, âgé de 30 ans, et Emily Motika, âgée de 19 ans. Tous sont inculpés de meurtre au 2e degré, avec une indifférence dépravée à l'égard de la vie de Sam. Selon les enquêteurs, la victime a été soumise à 1 mois d'abus physiques et psychologiques de décembre 2024 à février 2025, dans ce qui s'apparente à un calvaire prolongé. Ces révélations jettent une lumière crue sur la trahison. Ses visages, proches de Sam, ont abusé de sa confiance, orchestrant la violence avec une froide détermination. Le capitaine Kelly Swift, vétéran du bureau des enquêtes criminelles de l'État de New York, qualifie ce cas de l'un des crimes les plus horribles de sa carrière en plus de 20 ans. Elle décrit un modèle d'abus profondément inquiétant, des actes répétés de torture qui ont conduit à la mort. Malgré cette horreur, la police n'exclut pas encore la possibilité que ce meurtre soit un crime haineux, une piste toujours examinée avec attention. Au cœur de cette tragédie, la douleur de la famille est palpable. Linda Nordquist, la mère de Sam, se souvient de son fils comme d'un jeune homme au cœur d'or, incapable de faire du mal à quiconque. Et si on parle de crimes haineux, ce n'est pas non plus pour rien. Les crimes haineux sont souvent faits à l'encontre des minorités. Et c'est simplement puisque Sam Nordquist est un homme transgenre, ce qui signifie qu'il est né dans le corps d'une femme et qu'il a transitionné dans le but d'être qui il est, soit un homme. Évidemment, je ne veux aucun commentaire haineux sous cette vidéo. De toute façon, ces commentaires seront automatiquement supprimés, voire ne pourront pas être mis parce que YouTube bloque certains commentaires, fort heureusement. Et donc, dans les pistes du pourquoi, du comment ce crime a été commis, eh bien, beaucoup pensent que c'est un crime à caractère haineux du fait de son identité de genre. Dans toute la région, la communauté LGBTQ+, s'élève dans la douleur et la colère. L'une de ces associations écrit ceci. Sam Nordquist devrait toujours être en vie. Nous sommes écœurés parce que nous avons appris de ces derniers jours et immensément attristés par sa mort. Les veillées aux chandelles illuminent les nuits de Red Wing et de Rochester. Des bannières flottent, les visages sont mouillés de larmes, autant de gestes pour que la mémoire de Sam résiste à l'oubli. Ce ne sont pas des inconnus masqués ou des criminels isolés. Les procureurs détaillent comment Precious a forcé ses propres enfants à frapper Sam. La vision de ses mains d'enfant exécutant ses ordres terrifiants révèle un effondrement moral bien plus profond que n'importe quel scénario d'horreur. Ce n'est pas de la colère chaotique, c'est une orchestration qui est méticuleuse. Ce ne sont pas des actes isolés d'esprits complètement dérangés, mais les gestes calculés de personnes liées par la proximité, par une terreur devenue ordinaire et par une allégeance de la cruauté. La confiance donnée, une fois établie, devient un piège, et l'amour devient une arme, le lien, un levier pour dominer. Quand la procureure Kelly Walford prend la parole devant la presse, elle ne parle pas d'un simple crime haineux, elle corrige la perception. « Ce crime est plus grand qu'un crime haineux », dit-elle. 7 accusés, plusieurs chefs d'accusation, mais aucun mobile clair autre que ce contrôle ritualisé, cette domination méthodique et cette haine envers l'autre. Au tribunal, dans le deuil, s'installe une douleur étrange, une forme de défaite face à la visibilité brutale de la trahison. La famille de Sam pleure non seulement la perte d'un être cher, mais l'ampleur du mensonge. Il est mort aux mains de ceux qu'il avait choisi d'aimer, de faire entrer dans sa vie. Les réactions qui se sont faites en masse, que ce soit dans les États et même partout un petit peu dans le pays, a fait réagir beaucoup de personnes, notamment le gouverneur du Minnesota, Tim Walz,
qui qualifie ce crime de profondément dérangeant, affirmant son soutien indéfectible à la communauté LGBTQ+, qui pleure un membre de la communauté qui a été assassiné. Et il y a d'ailleurs une journée dans l'année qui me semble est en novembre, une journée qui est consacrée à pleurer entre guillemets comme la Toussaint toutes les personnes qui ont été assassinées de par leur identité. En tout cas, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, résonne à l'unisson, exigeant justice. Des organisations de défense comme GLAAD et New Pride Agenda appellent à ne pas réduire cette tragédie à une simple statistique, mais à reconnaître pleinement la dimension de la cruauté subie par Sam, insistant sur l'urgence de ce changement. Les voix des groupes LGBTQ+, à Rochester dénoncent une fois de plus la récurrence des violences transphobes, mais dont les réponses restent distantes, voire inefficaces. Lorsque les actes d'accusation ont été rendus publics, mettant en cause la brutalité extrême et la torture méthodique, beaucoup se sont demandé pourquoi cette affaire n'était pas qualifiée de crime haineux. Après tout, Sam était une personne transgenre, un être dont l'identité était au cœur de sa vie. Ses agresseurs n'étaient pas des étrangers, certains d'entre eux s'identifiaient eux-mêmes comme LGBTQ+. Pourtant, les procureurs ont maintenu qu'aucune preuve tangible ne démontrait que la violence avait été motivée par la transidentité de Sam. Ils ont insisté, cette affaire dépasse largement la simple catégorie de crime haineux. Ce refus a résonné douloureusement dans la communauté. Pour beaucoup, ce rejet n'était pas un éclaircissement, mais une forme d'effacement. Les défenseurs des droits LGBTQ+, ont mis en garde contre cette forme de négation, rappelant que la haine basée sur l'identité ne se manifeste pas toujours dans la distance ou l'éloignement, mais souvent dans la proximité, dans les relations intimes, là où la violence peut se cacher derrière les liens de confiance. Ignorer cette réalité, disait-il, c'est ignorer la violence systémique qui ronge silencieusement. Lors d'une conférence de presse chargée de tension, Kelly Walford, procureure adjointe du comté d'Ontario, s'est exprimée avec gravité. Un crime haineux porterait sur le sexe ou la race de Sam. Mais cette affaire est bien plus grande. Se limiter à cette qualification serait une injustice envers Sam. Il mérite que son histoire soit racontée dans toute sa complexité, dans sa totalité. Mais pour la mère de Sam, ces mots sonnent creux. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas un motif juridique ou une qualification abstraite. Elle voyait son fils mourir lentement, affamé, humilié, rejeté. Pour elle, l'étiquette de crime haineux ressemblait moins à une précision judiciaire qu'un silence imposé, une fermeture de l'espace nécessaire pour raconter l'entière vérité. Des experts juridiques, néanmoins, ont reconnu que qualifier formellement ce crime de haine comporte des risques procéduraux, que parfois des accusations plus larges permettent d'assurer une responsabilité maximale avec des peines bien plus lourdes. Mais ils ont aussi souligné le prix émotionnel de cette absence de reconnaissance. Ne pas nommer clairement la dimension identitaire de la violence, c'est risquer d'effacer des schémas sociaux profonds, surtout dans des cas où l'identité croise la violence d'une façon insidieuse, presque impersonnelle. Et j'avoue que moi aussi je suis vachement partagé. D'un côté, oui, c'est important de qualifier ce crime de crime haineux. C'est important pour la communauté LGBT, c'est important pour les personnes trans, c'est important pour la famille. Ce n'est pas tant une question d'années de prison, mais reconnaître la violence que subissent au quotidien les personnes trans. Et d'un autre côté, ce qui compte pour moi, c'est que ces accusés aillent en prison. Peu importe le nom de l'accusation, et d'un côté, c'est bien aussi de reconnaître ce que Sam a vécu, ce qui est bien plus qu'un simple crime de haine. Il ne s'est pas juste fait assassiner de par son identité, il s'est fait torturer, frapper, humilier, assassiné par des personnes qui le haïssaient profondément, et ce pendant des jours entiers, pendant des semaines entières. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, évidemment avec respect. En tout cas, dans la salle d'audience, ces débats n'ont clairement pas changé le sort des accusés. Tous font face à des peines de prison à vie, inculpés d'enlèvement, de meurtre, d'abus et de mise en danger. Mais une étiquette demeure absente et avec elle, le vide d'une reconnaissance pleine et entière de la violence spécifique dont Sam a été victime. Il y a la nécessité urgente de reconnaître que Sam Nordquist n'était pas seulement une victime de violences atroces, il était aussi un symbole vivant de ce que signifie lutter pour exister et de ce que coûte le fait d'être différent dans un monde trop cruel.
Pour l'instant, le procès n'est pas encore passé. On attend évidemment le verdict final, s'ils ont été reconnus coupables ou non coupables, et ensuite la phase de condamnation. Alors personnellement, je pense qu'ils vont être condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ou alors liberté conditionnelle après peut-être 33 ans de prison, mais avec le bruit que cette affaire a fait, je pense que les jurés et les juges ne pourront pas mettre une peine trop clémente à ces personnes, puisqu'il faut aussi qu'ils montrent l'exemple. Il faut qu'ils montrent que ce genre de crime ne doit pas se reproduire, que ce soit sur une personne cisgenre, une personne transgenre, ce genre de crime ne doit juste pas se produire sur n'importe quel être humain. Le genre, on s'en fout. Un humain est un être humain et ce genre de crime ne doit plus jamais arriver, même si malheureusement, on sait très bien que ça arrivera encore. En tout cas, j'ai mis une petite cloche pour savoir quand il y aura des updates et lorsqu'il y en aura, je vous ferai un petit post dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire, si vous pensez que c'est un crime haineux ou non, si vous pensez qu'ils vont être condamnés à la prison à vie ou non. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, à très bientôt. Ciao.